Tadam. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous laisse un petit peu le temps d'arriver. C'est bien, il y en a. Du coup, c'est la 3e masterclass cette semaine. Il y a plein de têtes connues qui reviennent. Hello Caro. Bonjour Maxime, Johanna, Julie, Marie-Ève, Alison, Anna, Nadège. Bonjour Lisbeth. Bonjour Camille. Tu vas bien? Ça va, et toi? Très bien. Je suis ravie de t'avoir avec nous pour ce midi. Mhm. Pour une fois, vous n'allez pas me voir toute seule. Je vais pouvoir poser des questions à quelqu'un. ça va changer un petit peu la dynamique. Bon, on va commencer parce que j'ai pas mal de questions à te poser, Lisbeth. Donc, du coup, on va rentrer directement dans le vif du sujet. S'il y a des personnes qui arrivent, elles nous rejoindront en cours de route. Donc, peut-être pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter avant qu'on parte sur le sujet? Mais donc, Oui. voilà, dire quelques mots sur qui tu es, ce que tu fais. Voilà, donc je suis Lisbeth Denef, je suis médecin, à la base médecin généraliste, mais mon parcours, je dirais compliqué au niveau de la santé, d'abord de mon fils et après de moi-même, m'ont amené à étudier une médecine que j'appelle aujourd'hui médecine intégrative. Il y en a d'autres qui appellent ça plus médecine fonctionnelle. Moi, je préfère le titre intégratif parce que j'essaye vraiment d'intégrer autant la partie, je dirais, émotionnelle, spirituelle, même sociale, biologique, là où peut-être qu'en médecine fonctionnelle, on va quand même plutôt regarder toujours l'aspect biologique, même si c'est sous un angle moins réductionniste et plus complexe en fait. Je trouve que médecine intégrative, ça, enfin, c'est pas que c'est mieux, mais c'est juste que ça va un tout petit peu plus large dans toutes les facettes qu'on peut regarder en fait au niveau de la santé. C'est vrai que voilà, c'est mon fils qui a eu des problèmes de santé il y a plus ou moins 16 ans maintenant, qui ressemblait un peu à des troubles du spectre autistique tout de suite après un vaccin, que j'ai été amenée à étudier en fait la flore intestinale. À l'époque, personne n'en parlait. Et j'ai un peu découvert toute seule le lien entre l'intestin et le comportement. Donc, j'ai compris en fait que c'était son intestin qui était en cause. Et voilà, de là, tout a démarré en fait. Voilà, j'ai fait plein de formations. Aujourd'hui, je ne vais pas forcément suivre les enfants autistes, mais il y a beaucoup, je dirais, de neuroatypiques. Mhm. Et donc, voilà, qui bénéficient beaucoup de cette approche multifactorielle, quoi. Trop Voilà. chouette. Et tu sais, juste pour la petite histoire, parce que du coup, on se connaît depuis, ça doit faire 2 ans maintenant. Et en recherchant des trucs dans ma boîte mail hier, en tapant ton nom, en fait, on m'a envoyé ton nom en 2016 quand j'ai fait mes tout premiers tests justement sur l'intestin, les trucs et tout. Donc, avant même qu'on se rencontre, on m'avait déjà envoyé vers toi à l'époque. J'avais fini par aller à Reims, mais du coup, c'est drôle, quoi. Ah oui, je suis docteur Donatini. Ouais. Ouais, Mhm. exactement. Mhm. Donc voilà, mais donc du coup aujourd'hui, j'avais vraiment, enfin pour moi c'était super important d'avoir ce talk avec toi. C'est pas, ça change un petit peu des sujets que j'aborde en temps normal, mais c'est un des sujets que je vais amener dans l'école, plus la dimension physique en fait de nous en tant qu'êtres humains. Et donc j'avais envie de pouvoir prendre du temps en fait avec toi pour parler. On va parler. J'ai utilisé le mot biohacking, mais voilà, on va parler de santé. Et donc pour commencer en fait, est-ce que tu pourrais définir peut-être ce mot pour les personnes qui ne le connaissent pas? Est-ce que ça veut dire pour toi en fait? Biohacking, en fait, c'est un peu un groupe de... Ça a en fait démarré un tout petit peu avec des gens qui n'étaient pas forcément des médecins. Donc, c'était beaucoup de programmers de Silicon Valley, des ingénieurs, des gens qui étaient beaucoup dans je dirais, dans les chiffres et dans le quantifying, hein, donc qui essayaient en fait de comprendre ce qui se passait dans leur propre corps tout seul en fait, sans l'aide des médecins. Donc, c'était souvent des gens pas du tout avec des backgrounds médicaux, mais qui commençaient à vraiment faire différentes sortes d'expérimentations. Aux États-Unis, en fait, on a beaucoup plus facilement accès à toutes sortes de tests si on a de l'argent, hein, parce que c'est souvent des Ouais. gens qui quand même. Euh, et donc voilà, c'est des gens qui commençaient à faire des prises de sang tous les 2 semaines, qui avaient leur petite montre, par exemple, pour mesurer, ou leur Oura Ring, on en parlera, pour mesurer le sommeil, qui allait voir, ah oui, ok, si je mange du gras à 11h moins quart et encore un peu de miel à 11h30 de la nuit, je vais avoir un quart d'heure plus de deep sleep. Et donc, c'est ça, en fait, c'est de trouver des hacks pour améliorer sa biologie. Mais c'est souvent pas les médecins qui font ça.
Donc, Ok. voilà. Ok. Mais c'est des petits hacks, c'est des petits tricks. Un peu tout, en anglais, on peut dire to outsmart your body. Hein, donc, Ouais. voilà. Mais du coup, moi, je trouve que c'est vrai. Alors après, il y a une certaine dimension de ce que tu transmets qui est une forme, en fait, d'optimisation de notre santé, quoi. Alors peut-être pas autant Oui, comme c'est ça, mais vrai. quoi. Alors, oui, c'est vrai. Maintenant, depuis la période Covid, c'est beaucoup plus compliqué hein, parce que Ouais. beaucoup de gens vont mal. La plupart des gens ont été ou bien vaccinés plusieurs fois ou ils ont attrapé le Covid plusieurs fois. Et donc, je vois bien qu'aujourd'hui, la partie optimalisation est en train de diminuer et la partie je vais mal, je suis en survie constant, devient plus grande. Donc, Ok. voilà. Ouais. Ouais, c'était un peu, en fait, du coup, pourquoi est-ce que pour moi, c'est vraiment un sujet que j'avais envie d'aborder avec toi aujourd'hui, c'est que donner vie, parce que du coup, moi, c'est plus mon business, donner vie à nos projets, quand on n'a pas d'énergie, c'est quand même vraiment plus compliqué. Et on a pu l'expérimenter toutes les deux avec toute la dimension burn-out et tout. Et il y a beaucoup de personnes que j'accompagne ou en tout cas qui sont passées par des moments vraiment de difficultés physiques et où on se rend compte en fait que c'est pas ce qui me venait en préparant, c'est que c'est pas parce qu'on n'est pas malade aussi qu'on est en bonne santé. Et donc, du coup, comprendre comment est-ce qu'on fonctionne davantage, ça nous permet vraiment de vivre avec plus d'énergie et donc, du coup, d'avoir beaucoup plus de facilité à créer, en fait, whatever we want to create. Donc, Ouais. voilà. Et donc ça, bon, ça, je pense qu'on est toutes les deux, toutes les deux passées par là. Justement, en lien avec ça, qu'est-ce que c'est pour toi la force vitale, en fait? Qu'est-ce que ça représente? Comment tu... Alors, moi, j'utilise toujours une métaphore par rapport à la force vitale. Bah, tu la connais parce que tu as vu ma petite vidéo, mais je vais la répéter parce que je la trouve jolie. C'est qu'en fait, on pousse avec nos deux mains contre une porte, hein, et cette force avec laquelle on pousse, ça va être notre force vitale. Et derrière cette porte se trouvent tous nos angoisses, nos traumas, nos peurs, notre part d'ombre. Et si notre force vitale, elle est grande, ben, on arrive à garder cette porte fermée, en général, jusqu'à 40 ans, hein, typiquement. Tout va bien, enfin, si tout va bien. Euh, et on arrive à fonctionner bien. Et après, c'est pour ça, pour moi, de la midlife crisis ou la crise de la quarantaine, c'est souvent ça, c'est que la force vitale commence un peu à diminuer parce qu'il y a beaucoup de facteurs, on en parlera après, qui vont jouer sur cette force vitale et qui peuvent aussi la diminuer. Et une fois que cette force vitale diminue, eh ben, on lâche un peu la En tout dans grille la figure. qui nous porte, elle ouvre, et du coup, ben, tout ce qu'on a essayé de cacher quelque part ou d'anesthésier toute notre vie va sortir et on va se retrouver typiquement entre cette tranche d'âge de 40 et 50 ans avec, oui, des problèmes de dépression, des crises existentielles, des peurs, mais c'est des choses qui ont toujours été là, mais qui vont sortir parce qu'on s'affaiblit un tout petit peu. Ouais. Et maintenant, cette force vitale, ben c'est voilà, le chi, le prana, enfin, dans chaque tradition, il y a un autre mot pour ça. Hein. Nous, en Occident, on utilise plutôt ce mot-là. Ben, il est influencé par énormément de facteurs. Hein. Donc, il va être influencé par la toxicité, hein. Donc, tout simplement les toxines qu'on va aujourd'hui, enfin, chaque année, la toxicité de notre environnement agrandit. Hein. Donc, maintenant, c'est dans l'air qu'on respire. Même si on mange bio, on va quand même avaler des toxines. Ils sont partout. Ils sont vraiment partout dans les produits cosmétiques, dans les Dans ustensiles, l'eau. partout. Bah, plus maintenant, avec les bons systèmes qu'on a. Ouais. Donc voilà, il y a la partie toxine, après il y a la partie immunité, hein, donc tous les virus maintenant avec le Covid surtout qui est passé, ben, c'est dramatique, c'est vraiment quelque chose qui va mettre un gros coup justement sur cette force vitale. Hein, donc la charge virale qu'on peut avoir, on peut avoir des mononucléoses, des herpès, maladie de Lyme, et maintenant avec le Covid qui est passé, il y a encore une couche en plus. Après, il y a les traumas qu'on a pu avoir. Il y a évidemment l'âge. Hein, quand on augmente en âge, ben, la force vitale aussi va décidément diminuer. Si on est un homme ou une femme, hein, parce que les femmes, on passe quand même par beaucoup plus de différentes phases hormonales qui vont faire que ça peut vraiment fortement fluctuer, notamment après la grossesse, autour de la ménopause, c'est des phases où on va s'affaiblir un tout petit peu. Notre sommeil, comment on dort, notre activité physique. Donc, en fait, tous ces paramètres vont faire que petit à petit, en avançant en âge, et alors ça, je le vois aujourd'hui, c'est que là où avant, les gens étaient à 50 ans, et bien maintenant, c'est les trentenaires qui sont déjà là. Donc, ils sont déjà, enfin, c'est un nouveau truc où je vois que les gens entre 20 et 30 ans n'ont déjà plus du tout cette force vitale.
La force vitale qu'avaient nos parents, par Hmm. exemple, ça n'existe plus en fait aujourd'hui chez les jeunes. Pour moi, c'est clair et net. Ok. Clair et net. J'avais envie de demander dans le chat, du coup, par rapport à cette notion de force vitale, si on refait un peu comme hier, de 1 à 10, vous la mettriez à quel niveau, votre force vitale? Et peut-être si vous avez aussi envie de partager, est-ce qu'il y en a qui ont fait, alors, burn-out / dépression, si vous avez envie de partager aussi, c'est pas une obligation, mais ça peut aussi donner un peu une idée de par quoi est-ce que ceux qui sont en live sont passés et de où vous en êtes aussi dans cette force vitale là. Comme ça, on sait un petit peu. Je lirai un peu quand ça arrive, mais du coup, une des premières choses dont tu parlais aussi, tout dépend de mon état interne. Ouais. Est-ce que tu arriverais à mettre une moyenne, Maxime, ou là dans l'instant, hein, sinon, par rapport à ça. Donc, 4 sur 10, 30 ans, commençant d'une méga crise existentielle. Ah, ouais, ouais. Oui, mais ce que je vois, hein, c'est que c'est de plus en plus jeune. Hein. Ouais. Les jeunes sont, voilà, c'est pas ouf, quoi. 6, bah, clairement, moi, j'ai eu plusieurs épisodes de dépression dans ma vie, burn-out à 28, 29, quoi. Ouais. 6, dans l'instant, 5 sur 10, j'écoute mon corps pour revenir en énergie, c'est très bien. Force vitale à 6, 45 ans. J'ai déjà fait un burn-out il y a 10 ans. 6, 7 sur 10, je lis. Force vitale aujourd'hui, 7 sur 10, 35 ans, pas loin du burn-out il y a 2 ans. 4, 5, 2 enfants de 1 et 4 ans. Autant dire que les nuits ne sont pas réparatrices. Clairement, je comprends. Force vitale, 7 sur 10. Pas de dépression de burn-out, mais bien un tournant de vie. Ok, super. Bon, voilà, comme ça permet aussi un peu de voir. C'est assez, voilà, c'est assez varié, mais on n'a pas de 10 sur 10. On n'a pas de 0 ou 1 ou 2. Je crois que le moins, c'est 4. Mais voilà, on est quand même sur quelque chose. Et je pense que c'est pour ça que je voulais dire ce truc aussi de, c'est pas parce qu'on n'est pas malade qu'on est en bonne santé, c'est qu'en fait, et on reviendra après sur ça, mais on s'habitue en fait à, comment dire, on s'habitue en fait à des symptômes. Et en fait, moi, Ouais, c'est on vraiment quelque chose. s'habitue à aller mal. Ouais, Ouais. c'est ça. Donc en fait, on est vraiment en mode, comment dire, bah c'est comme ça en fait. Qu'est-ce que tu veux, genre. Voilà, j'ai mal au dos, je suis fatiguée, mais bon, écoute, enfin, je fais avec en fait. Et donc en fait, au fur et à mesure, on se tire aussi vers le bas parce qu'on a, enfin, moi vraiment l'impression que j'ai là après 10 jours de détox aussi, c'est que j'avais oublié en fait ce que c'est que de pas être KO tout le temps, quoi. Ouais. Et du coup, de se Ouais. lever en ayant la patate le matin et d'aller se coucher le soir en ayant quand même encore de l'énergie et de faire des bonnes nuits et de pas être crevé après tous les repas. Enfin, genre vraiment. Et du coup, pareil, le mal de dos, le mal de tête, en fait, au fur et à mesure, on prend ah bah j'ai mal de tête tout le temps, je prends un paracétamol tout le temps. Et donc, en fait, notre base, c'est d'avoir mal à la tête tout le temps et de ne pas se poser la question de savoir bah, en fait, comment est-ce qu'on peut faire peut-être partir le symptôme, quoi. Enfin, la route cause plutôt que juste partir le symptôme. Donc, Ouais. dépression après la grossesse à 34 ans. Là, exactement, l'image de la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. Exactement. Mais bon, voilà, comme ça donne un petit peu une idée. Tout à l'heure, tu parlais du lien entre le cerveau et l'intestin. Est-ce que tu veux bien voilà, commencer peut-être sur ça, et puis après, on déroulera en fonction de là où ça nous emmène. Mais vu que c'est Ouais. un sujet qui est Donc, super. bon, ce lien entre le cerveau et l'intestin, j'aime bien parler du nerf vague, hein, parce que c'est vraiment le grand nerf crânien qui va en fait faire ce lien entre le cerveau et l'intestin. Et donc, il y a une grosse partie. Après, le pourcentage n'est pas tout à fait clair, mais donc on dit que 20% va du cerveau vers l'intestin et 80% de l'intestin vers le cerveau. Donc moi, ça m'a un peu étonnée. Je pensais que c'était plutôt 50-50. Donc le nerf vague, c'est en fait, on a deux systèmes nerveux. Hein. Donc on a le système nerveux parasympathique et le système nerveux orthosympathique. Donc, le système nerveux orthosympathique, c'est celui qui va créer le fight and flight. Hein, donc, c'est dans lequel en fait, on est la plupart du temps hein, dans cette vie, je dirais, en Occident. Et qui va créer du cortisol, le hormone de stress, adrénaline et tout ça. Mais en fait, ce système nerveux n'était pas du tout fait pour être dedans tout le temps. Donc, il a été développé dans l'époque quand on était encore dans les cavernes, quoi. La période préhistoire. Et
en fait, il était fait pour déclencher pendant des moments de danger, hein, donc quand il fallait vraiment se battre ou aller à la chasse, et donc voilà, pour que le sang va vers tous les grands organes et tout. Et après, hop, une fois le danger est parti ou l'exploit fait, ben, il se calmait, il y avait le système nerveux parasympathique qui prenait le relais. Et celui-là, il est responsable pour ce qu'en anglais on dit rest and digest, connect and, j'ai oublié le quatrième mot, mais en tout cas, c'est Restore. connect and, je ne sais plus, ça va me revenir, mais en tout cas, système nerveux parasympathique, c'est vraiment tout ce qui va nous mettre dans un état de calme, d'accord, pour pouvoir bien dormir, bien digérer, réguler sa température. Et donc, ce système parasympathique, il est principalement fait par ce fameux nerf vague, justement. Il va donc vague, vient de vagabond. Vagabond, donc, parce qu'il a des branches vraiment un tout petit peu partout, hein. Donc, ça commence dans la bouche, dans la gorge, le cœur, le poumon, au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin, au niveau de la vessie. Et donc, il va vraiment gouverner toutes les fonctions autonomes, en fait, de notre corps. Et à l'époque, Dr Donatini, où j'ai fait ma formation à Dijon, il disait, ben, le monde est divisé dans des gens qui ont un bon nerf vague et ceux qui ont un mauvais nerf vague. Ceux qui ont un mauvais nerf vague, ils vont avoir une résilience au stress beaucoup moins bonne, en fait, que ceux qui ont un bon nerf vague. Et alors, aujourd'hui, on sait que malheureusement, cette tonus dans le nerf vague, il est souvent déjà décidé à la naissance, hein, parce que si la maman a beaucoup de stress pendant la grossesse ou elle-même pas des fonctions parasympathiques très bonnes, et ben, le bébé il va déjà être né avec un tonus vagal pas au top. Donc, c'est vrai que quand je dis que la force vitale est un peu décidée déjà à la naissance, hein, parce qu'on peut être né avec une force vitale d'une Ferrari ou bien plutôt que d'une 2 chevaux, et ben, il y a déjà une grosse partie qui est un tout petit peu définie à la naissance. Et donc, les gens qui vont être nés avec des nerfs vagues un peu flagada, quoi, et ben, ils ne sont pas partis avec les mêmes dés que quelqu'un qui a un bon tonus. Et donc, le problème, évidemment, c'est que quand ce nerf vague n'est pas avec un bon tonus, et ben, on va avoir donc une réceptivité au stress qui est beaucoup plus grande, d'accord? On va aussi avoir beaucoup plus de problèmes au niveau de la motilité de l'intestin. Et donc, là, le lien, donc, le nerf vague, il est responsable pour une bonne mobilité, une bonne motilité et des bonnes contractions au niveau de l'intestin. Et donc, si ça ne se fait pas, il y a souvent des mauvaises vidanges au niveau de l'estomac qui vont faire que tout se ralentit et qu'il y aura une surcroissance, en fait, de mauvaises bactéries au niveau de l'intestin. Et ces mauvaises bactéries, ils vont... il y a juste quelqu'un qui arrive. Je dis juste bonjour. Il y a donc mauvaise motilité, mauvaise vidange de l'estomac, mauvaises bactéries qui vont être en surcroissance, qui vont en fait produire des toxines, des gaz qui sont toxiques et qui vont du coup en fait créer, vous le savez ou vous le connaissez peut-être, l'intestin perméable, qui va du coup, et vu qu'il y a aussi donc des branches du nerf vague à ce niveau-là, il va capter tout ce chamboulement en fait au niveau biochimique dans l'intestin et il va renvoyer en fait ces informations stressantes vers le cerveau qui va à son tour sentir que ça ne va pas bien. D'accord? Donc, ça va vraiment dans les deux sens, hein. Donc, quand le nerf vague n'est pas bon, il y a une mauvaise motilité, il y a une mauvaise production aussi des sucs digestifs qui va faire que il y a vraiment une dysbiose qui va se créer, hein, donc vraiment une mauvaise flore intestinale. Et cette mauvaise flore intestinale, du coup, va créer de la toxicité. Et cette toxicité va nous être renvoyée et de l'inflammation. Inflammation qui, à son tour, va créer de l'inflammation au niveau du cerveau. Et qui dit inflammation dans le cerveau, neuroinflammation, dit dépression, anxiété, et voilà. Et donc, on est du coup dans ce cercle vicieux, en fait, entre le cerveau et l'intestin. Mais bon, pas seulement juste les nerfs vagues, on est juste aussi influencé par exemple, ça c'est ce que j'avais observé chez mon fils, c'est que il avait donc ces symptômes un peu d'autisme, hein, d'être très replié sur lui-même, il était tout le temps malade et tout ça. Et en fait, c'est le moment où il avait fait une grosse gastro-entérite et qu'il n'avait pas mangé pendant 3 jours, quand d'un coup, je le retrouvais en fait, que j'avais de nouveau du contact oculaire et tout ça.
Et en fait, je me suis dit, mais enfin, c'est bizarre. Et alors, le moment où il a commencé à remanger, hop, c'était reboulotte. Donc, on peut aussi avoir simplement des intolérances alimentaires qui vont créer des processus inflammatoires qui vont influencer le cerveau. On peut avoir tout simplement un intestin perméable qui va faire que ce qu'on mange crée des réactions immunitaires dans la circulation sanguine parce qu'il y a des petites particules d'aliments qui traversent, qui migrent à travers l'intestin et qui vont dans la circulation sanguine. Ils n'ont pas d'intérêt à être là et donc ça crée des micro-inflammations. Donc voilà, il y a beaucoup de différents mécanismes par lesquels en fait cet intestin va pouvoir influencer le cerveau. Ok. Et du coup, si on continue dans cette dimension-là, d'un point de vue nutrition, qu'est-ce que tu conseilles en fait à partir du moment où on fait ce constat-là, pour pouvoir remettre des bases entre guillemets les plus saines possibles, parce que du coup, bon, voilà. Bon. Alors, aujourd'hui, les médecins fonctionnels, ils disent que presque tout le monde devrait manger sans gluten et sans produits laitiers. Donc ça, et sans soja. Donc le soja est quand même aussi la protéine très proche du gluten et du produit laitier, parce qu'on est tous tellement affaiblis, et surtout maintenant après 2 ans de Covid, que ces molécules-là, ils vont créer du dégât, parce que c'est pro-inflammatoire, et ils vont avoir du mal. Il faut déjà avoir un très bon système digestif pour pouvoir digérer les protéines du gluten, les protéines du soja, les protéines du lait. Et du coup, souvent, ils vont être mal digérés et ils vont donc attaquer en fait l'étanchéité de la barrière intestinale. Donc, s'il y a le moindre fatigue, problème chronique, problème inflammatoire, c'est vraiment la base avec laquelle on va démarrer, c'est d'arrêter ces 3 produits-là. Ça semble un peu un phénomène de mode, mais c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il y a tellement de produits sans gluten et sans produits laitiers, c'est parce que beaucoup de gens se trouvent aujourd'hui dans cet état inflammatoire. Et donc, c'est vrai que beaucoup de gens vont se sentir beaucoup mieux juste déjà en faisant ça au niveau alimentaire. Après, on peut évidemment aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin et aller vers des régimes auto-immunes où on va exclure tous les aliments qui peuvent donner des réactions immunitaires. Mais pour ça, il faut quand même être suivi par une nutritionniste, je dirais, parce que ça, on ne peut pas vraiment le faire tout seul. Évidemment, le sucre, ça c'est un no-go de toute façon. L'alcool, oui, c'est un peu les grandes, je dirais les grandes choses importantes. Et après, ça dépend un tout petit peu des symptômes. S'il y a des ballonnements, vraiment beaucoup de ballonnements, ben, on peut avoir un SIBO, donc vraiment les petites bactéries au niveau de l'intestin grêle qui n'ont pas lieu en fait d'être là et qui vont fermenter sur du fructose. Et ça va aussi beaucoup plus loin qu'on prise en charge, parce que le fructose, il se trouve dans certains légumes, dans certains fruits. Donc voilà, ça c'est des choses qu'il faut peut-être faire d'une façon plus suivie. Mais à la base, oui, c'est ça. Et après, il y a des suppléments qu'on peut mettre pour travailler sur cette étanchéité de la barrière intestinale. Du coup, moi, quand je suis allée voir Donatini, ce qui était ressorti, c'était candidose. Avec toi, je crois que c'était plus ressorti, mais du coup, là, ce que j'ai fait, donc les 10 jours de détox que j'ai fait, donc de fasting plus détox plus plein d'autres choses, c'était vraiment anti-parasite et anti-candida. Et j'ai vraiment l'impression, je l'ai partagé déjà, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir retrouvé, en fait, un peu comme ce que tu disais par rapport à ton fils, d'avoir retrouvé, en fait, une partie de moi, en fait. C'est pas uniquement au niveau énergie, c'est vraiment comme s'il y avait plus d'énergie pour moi, comme s'il y avait des choses qui étaient parties, comme si j'avais enlevé vraiment des trucs qui me bouffaient et qui créaient même... parce que du coup, ce que tu disais au niveau de l'impact sur le cerveau, c'est que ça a un impact sur tout ce qu'on se dit, ça a un impact sur comment est-ce qu'on pense, comment est-ce qu'on se sent, parce que du coup, quand on est en insécurité, ben, il y a quand même un discours intérieur qui est pas sécure, qui est genre attention, 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 mais en fait, vivre tout le temps comme ça, c'est juste complètement épuisant, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose comment dire, qui peut être super intéressant à faire. En fait, c'est aussi peut-être si tu veux dire quelques mots sur cette notion de jeûne intermittent en lien avec la nutrition. Je sais pas partager ce que tu en penses peut-être et comment est-ce que ça peut être un outil. Alors là, il faut faire attention parce que c'est pas pour tout le monde le jeûne intermittent. Donc le jeûne, c'est vrai que il y a beaucoup de différentes écoles, il y a beaucoup de différentes... il y a l'école de Thierry Casanovas, par exemple, qui parle maintenant, même aujourd'hui, du jeûne sec. C'est vrai que c'est interpellant.
C'est encore une fois au cas par cas parce que moi, par exemple, aujourd'hui, je sais que moi, je ne pourrais pas faire de jeûne. Je n'ai pas assez de réserve et je suis pour l'instant fatiguée à cause du Ouais. Covid long qui n'est pas encore parti. Mais quand on est typiquement un peu en surpoids, qu'on a une alimentation qui n'est pas top, qu'on a un peu abusé au niveau de l'alcool, au niveau de la malbouffe, un peu transformée et tout ça peut être très intéressant de faire un vrai jeûne, d'accord? Ça, je suis tout à fait pour. Alors, le jeûne intermittent, pour une femme à partir de 40 ans, c'est pas forcément une bonne idée, mais ça dépend un peu de sa thyroïde, en fait. Ok. Donc, ce qu'on voit, c'est que les femmes, à partir de 40 ans, pour avoir un bon fonctionnement de leur thyroïde, il faut quand même un certain nombre de carbohydrates, d'accord? De féculents, donc, par jour. Et si on va skipper le petit déjeuner, eh ben, on peut facilement tomber en hypothyroïdie. Donc, il faut être sûr qu'on n'est pas avec un problème d'hypothyroïdie sous-jacent avant de se lancer dans un jeûne intermittent. Et donc ça, souvent, hein, il y a des gens qui vont dire, oui, mais quand je fais le jeûne intermittent, je me sens fatiguée, j'ai les mains froides, je suis comme en ralenti. Et donc là, ça veut dire que c'est pas pour toi, en fait. C'est la même chose avec les régimes cétogènes. Il y en a des gens qui sont très bien quand ils coupent tous les hydrates de carbone. Il y en a d'autres pour qui ça va pas du tout. C'est plutôt les femmes, c'est beaucoup plus sensible en fait. Pour les femmes, on dit en anglais qu'il y a un carbohydrate sweet spot. Donc, c'est Hmm. vraiment le nombre d'hydrates de carbone qu'on a besoin de prendre pour se sentir bien et pour ne pas tomber en dépression, parce que c'est quand même dans les carbohydrates, les féculents, que se trouve le L-tryptophane, qui est le précurseur de la sérotonine. Sérotonine qui est le neurotransmetteur du bonheur, enfin du bien-être. Et donc, voilà, moi, par exemple, je sais que si je mange aucun féculent, ben, je pleure. Donc, j'ai besoin de ma portion de fruits à 4 heures et de ma patate douce du morue le soir. Sinon, ça ne va pas. Donc, il y en a pour qui c'est même un peu plus. Donc, ça, c'est vraiment extrêmement individuel, en fait. C'est pour ça, le biohacking, justement, on peut aujourd'hui trouver c'est un peu le nouveau truc maintenant, c'est les glucose monitors, OK, qu'on peut coller sur son bras. Et après, on passe à travers avec notre téléphone portable et ça va en fait donner votre glycémie tout le temps, tout au long de la journée. Parce que très souvent, il y a une femme qui parle de ça qui est très intéressante, Glucose Goddess, elle s'appelle. Ah, Tu ça, la ouais. connais? Ouais. Ouais. Et donc, elle, voilà, elle raconte un peu sa propre histoire où elle avait des attaques de panique, où elle n'était pas bien et tout. Et en fait, elle remarquait qu'elle, quand elle mangeait un donut ou un truc sucré, un croissant, elle avait des pics dans sa glycémie, presque le double que quelqu'un d'autre, avec des chutes après aussi beaucoup plus. Donc, elle faisait des hyper et des hypoglycémies très, très forts. Et les hypoglycémies post-repas, eh ben, encore une fois, c'est en lien avec ton nerf vague. Donc, si tu as un nerf vague qui ne fonctionne pas top, tu ne vas pas bien réguler ta glycémie. Tu vas être très sensible à des fluctuations et du coup, tu vas fluctuer tout au long de la journée. Donc, ça peut être un outil de biohacking très intéressant, en fait, de savoir, tiens, comment est-ce que je réagis, en fait? Comment est-ce que ma glycémie fluctue tout au long de la journée? Parce que ça peut vraiment, en fait, une fois qu'on arrive à régulariser sa glycémie et la garder stable tout au long de la journée, on peut avoir aussi un énorme gain d'énergie, en fait. Ok. Et c'est super drôle ce que tu dis parce que du coup, là, moi, je suis sans carbohydrates at all. Et du Ouais. coup, je rêve. Hier, on était au resto, les filles, elles ont choisi une pizzeria. J'étais là, sérieux, quoi? Vraiment, genre, vous pouvez pas faire un truc pire, tu sais, tout ce que je peux pas manger. Et donc, j'étais en train de rêver de la pizza au Nutella, ce qui est quand même généralement pas des trucs que je prendrais. Et en même temps, j'ai vraiment l'impression d'avoir plus d'énergie quand je mange pas, parce qu'en fait, souvent aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on en mange trop. Donc, nous, on va se faire un Ouais. pâte, on va se faire un truc, alors qu'en fait, du coup, la quantité qu'on devrait avoir est beaucoup plus faible. Mais donc, dès qu'on dépasse en effet ce sweet spot, ben, en fait, on a les effets négatifs. Et donc là, moi, je sens que j'ai plus d'énergie. Euh, entre guillemets, sans en manger. L'idée, c'est pas de rester comme ça sur le long terme, mais je trouve que du coup, c'est en effet intéressant de pouvoir voir un petit peu quand on fait des gros changements drastiques comme ça, de voir un petit peu est-ce qu'on n'a pas d'énergie ou est-ce qu'en tout d'un coup, en fait, on en regagne de manière assez extraordinaire et puis après, éventuellement, d'ajuster avec une nutritionniste ou même un Ouais. médecin. Mais c'est assez Ouais. dingue. C'est assez dingue quand même. Mais tu manges pas de fruits non plus? Non, Ah oui, depuis là, combien de je fais temps? un mois. Là, je fais un mois en fait en sortie de détox. Je fais un mois où je reste en mode anti-candidat, anti-parasite. Et donc, je suis
certains légumes, tu vois, et protéines animales / végétales, mais je suis encore en train de voir, tiens, mais hier soir, j'ai mangé une salade avec genre la même chose que d'habitude, mais genre, sauf c'était du thon et des œufs. Et en fait, il y a un truc qui n'est pas passé, quoi. Et donc, du coup, ça nous ramène aussi au fur et à mesure, plus j'ai envie de dire, plus on va bien, plus on allège, plus on se rend compte de ce qui, avant, passait inaperçu, tu vois. Et donc, du coup, moi, Ouais. avant, vu que tout était, tu vois, genre, enfin, beaucoup de choses, en fait, n'étaient pas vraiment bien digérées, mais tu t'habitues au ballonnement, tu t'habitues au truc, et ben, en fait, du coup, tu vois pas. Alors que là, quand tu t'as fait vraiment attention à un gros changement, tout d'un coup, quand tu manges quelque chose qui passe pas, tu le sens direct, quoi. Tu sens vraiment qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc ça peut être… J'aime bien cette métaphore qui dit que avant on était des instruments mal accordés et quand tu joues une mauvaise note sur un instrument mal accordé, ben, ça s'entend pas trop. Et ben, quand tu deviens comme un instrument finement accordé, tu joues une mauvaise note, ben, ça s'entend très fort. C'est vraiment ça, en fait, effectivement. Et en plus, tu vas développer une intelligence, une intelligence, parfois ça devient un peu une obsession aussi, hein, parce que tu commences à reconnaître chaque symptôme. Moi, par exemple, ça m'a pris 10 ans pour me rendre compte que les pommes de terre me rendaient déprimée. Donc, je mange des pommes de terre, le jour après, je me sens triste. Même chose avec les œufs. Je vais être bien, je vais manger des œufs, 1 heure après, je me sens triste. Je dis, mais enfin, c'est quand même pas possible. Mais après, on devient… oui, ça va loin. Je veux dire, par exemple, je sais, par exemple, si je vais manger 2 ou 3 jours d'affilée des produits laitiers au fromage dur, boum, je vais me réveiller à 5 heures du matin. Mais tout ça, ça m'a pris des années à le à voir. observer, à Ouais, comprendre, et ça ne va pas du tout être la même chose pour tout le monde. ouais. Donc, oui, non, cette hypersensibilité, aujourd'hui, il y a plein de gens qui l'ont. Mais ça, c'est un peu un boulot que chacun doit aussi un peu faire pour soi. C'est-à-dire que c'est presque impossible pour un médecin d'être à côté et de faire tout ce travail de détective. Et du coup, on passe parfois par des années de nombrilisme un peu avec cette quête Nombrilisme d'aller mieux. alimentaire. Mais c'est vrai, c'est avec cette quête d'aller mieux, d'aller mieux, d'aller mieux. Et voilà, il faut trouver le juste milieu parce que c'est vrai que si on est, et ça je le vois très fort maintenant dans la communauté des Covid longs, je fais une petite parenthèse, c'est que c'est tous des gens obsessifs en fait, qui sont touchés et qui ont tendance à trouver des solutions. Et donc, ils lisent là-dessus sur le nanana, il faut trouver des solutions, il faut trouver des solutions. Voilà. Et parfois, en étant dans cet état d'esprit, je dois aller mieux, on s'égare malade. Mais bon, ça, c'est après tout un Ouais. autre sujet. Mais je le mets quand même sur la table parce que j'ai été moi-même comme ça et maintenant, ça change. C'est-à-dire que quand on devient après trop obsessive par rapport à sa santé, on peut aussi créer des synapses un peu neuronaux qui font que notre croyance subconsciente, c'est « je suis malade » et du coup, on reste malade. Tu vois ce que Très, je veux très bien. dire? Ouais, très bien. Ouais, ouais. Aussi très important. Ouais, et c'est là où je pense qu'en effet, c'est pas simple de voir, tu vois, de voir la différence. Moi, typiquement, là, euh, je sentais qu'il y avait quelque chose qui est fondamentalement été off, qui m'empêchait pas de vivre du tout, hein, mais je sens la différence en fait que ça a fait. Et du coup, heureusement en fait que j'ai pu aussi rebondir sur ce truc de il y a quelque chose qui est off parce que sinon je serais pas allée chercher et je serais restée dans un état qui est un état un peu entre les deux quoi. J'avais envie de rebondir. Du coup, tu parlais tout à l'heure de précurseur de la sérotonine. Est-ce que tu peux nous toucher un petit mot alors, on a parlé pas mal, je voulais venir sur le sommeil après, et donc peut-être faire un lien entre neurotransmetteurs et sommeil, dopamine, enfin, voilà, les gros points qui sont importants par rapport à ça. Donc, effectivement, pour pouvoir bien dormir, c'est important de prendre plutôt les hydrates de carbone le soir. Donc, d'éviter la viande, parce que dans la viande, il y a la L-tyrosine qui est le précurseur de la dopamine. Et ça va plutôt réveiller, ça va plutôt donner l'élan. Donc, c'est vraiment la dopamine, c'est le neurotransmetteur de l'élan, de la récompense, d'accord, qui donne envie de faire certaines choses. Sérotonine, c'est plutôt ce qui va nous calmer, ce qui va nous donner un bon sommeil, ce qui va nous donner une sensation oui, de bonheur. Et donc, c'est pour ça qu'on va dire de plutôt manger sucré le soir pour pouvoir bien dormir. Alors, ce qui est très important, c'est la phase sommeil profond, parce que le sommeil profond, donc le sommeil delta, il a lieu surtout entre 10 heures du soir et 2 heures du matin. Beaucoup de gens se couchent trop tard, hein, vers minuit, et du coup, ils ont déjà raté 2 heures de ces 4 heures qu'on peut avoir besoin.
Et aujourd'hui, ce sommeil delta, il est compromis chez beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup trop d'exposition justement à la lumière bleue avant de se coucher. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une régulation vers le bas des récepteurs à la dopamine, donc des récepteurs. Donc, ça veut dire que quand il y a moins de sensibilité des récepteurs à la dopamine, c'est comme si on manquait de dopamine quelque part. Et du coup, eh ben, le lendemain, on va se retrouver avec moins d'élan. Et quand on manque de dopamine, on va beaucoup plus facilement tomber dans des comportements addictifs. Donc, par exemple, encore plus regarder son téléphone ou boire du vin ou fumer des cigarettes ou voilà, toutes ces choses-là. Donc, en fait, vraiment, pour garder cette dopamine bien et pour garder un élan, pour justement faire des projets, si on est entrepreneur, c'est hyper important d'avoir un bon taux de dopamine, en fait. Il est super important d'avoir un bon sommeil et d'avoir un bon sommeil delta. Pour ça, si on parle du biohacking, si vous voulez vraiment voir, la meilleure chose, c'est le Oura Ring, donc O-U-R-A, Oura Ring. Après, maintenant, aujourd'hui, on peut vraiment voir, hein, il y a plein de montres et de gadgets et tout ça pour mesurer son sommeil. Voilà. Alors, ça, c'est par rapport au sommeil. Maintenant, il y a des moyens. Je ne sais pas si tu veux que je parle un tout petit peu de la dopamine, comment l'augmenter Ouais, naturellement. c'est top, ouais. Donc, alors, la première chose ce serait, ou la chose qui devient très populaire aujourd'hui, c'est les douches froides et les bains froides. On entend parler de ça de plus en plus, hein, de la méthode Wim Hof. Moi, c'est vraiment ce qui m'a sauvé la vie pendant tout mon Covid long. Là, j'ai un tout petit peu lâché. Je ne trouve plus le courage, mais je vais me remettre bientôt, je En pense. plein hiver, parfois, c'est plus difficile. Et Il y a ça, c'est Corinne qui vraiment dit qu'elle est aussi en Covid long, donc tant mieux si ça. Pardon? Il y a Corinne qui est dans le chat qu'elle est aussi en Covid Oui, long, donc ça va pouvoir t'aider oui, aussi. ouais, je l'ai vu. Euh, Évidemment, il faut faire attention, hein, donc il faut y aller très graduellement. Donc en général, on démarre avec une douche froide d'une minute à la fin de sa douche, la première semaine. Après, on va à 2 minutes. Après, on va à 3 minutes. Et après, on peut carrément passer. Moi, je faisais 10 minutes chaque matin dans un bain à 10 degrés. Donc, j'avais acheté un thermomètre que je mettais dans mon bain. Et là, l'eau du robinet, quand on l'ouvre, elle est beaucoup plus froide que 10 degrés. Donc, il n'y a vraiment aucun souci. Et l'été, quand c'était plus chaud, j'avais un grand congélateur. Je mettais des bouteilles d'eau en plastique, je mettais dans mon congélateur et après le matin, je les sortais de mon congélateur et je mettais toutes ces bouteilles dans ma baignoire et comme ça, la baignoire, elle se refroidissait en fait. Donc, je me baignais. C'était horrible en fait, mais ça, c'était un petit hack que j'avais vu de quelqu'un qui le faisait parce que voilà, on n'a pas tous l'argent d'acheter un bain pour le cold plunge, hein, c'est quand même très cher. Puis les Et glaçons, c'est donc, pas cher, c'est pas donné non plus de les remplir glaçons, les c'est glaçons. compliqué, hein, c'est compliqué. Ouais. Donc ça, c'était ma façon de faire. Et c'est vrai que, en fait, de prendre des bains froids comme ça le matin, ça va faire augmenter la dopamine pendant plusieurs heures, en fait, dans la journée. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va donner ce pic de dopamine sur la longueur et qui va donner un élan qu'on aura peut-être difficile à trouver si on est en Covid long, si on a un burn-out, si on est ceci, si on est cela. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant qui m'a vraiment beaucoup aidée. Est-ce que tu peux juste un peu juste détailler, parce que du coup, dans la dopamine, tu as cette idée de niveau résiduel dont tu parles et Ouais, qui va du coup être augmenté par les cold plunge, par exemple, et les pics de dopamine qui là, du coup, par contre, sont les téléphones et oui, les nouvelles, les machins et tout. Voilà. Et donc, en fait, l'idée, est-ce que ouais. tu peux bien partager pour qu'on comprenne? Oui, donc il y a ce qu'on appelle the pain-pleasure balance en anglais, donc la balance plaisir-douleur. Et le problème avec la dopamine, c'est que on a notre baseline, d'accord? Et on a effectivement des... Attends, parce que je vois quelqu'un qui dit, donc ce n'est pas conseillé de... Est-ce que Quoi? c'est pas bien de terminer par une douche froide le soir? Non, pas le soir. Non, 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 le matin. Le C'est soir, il pas... faut prendre des bains chauds. Parce que le soir, pour bien dormir, il faut que la température chute, en fait. Donc, c'est pour ça que les saunas et tout ça, on le fait le soir. Parce que pour bien dormir, il faut une différence de quelques degrés. Pour bien s'endormir, il faut que le corps ait un peu froid. Donc, quand on sort du sauna, on sort d'un bain chaud, et ben, on va avoir ce drop in temperature qui va faire qu'on va bien dormir. C'est pour ça qu'il y a les biohackers. Ils ont inventé des espèces de petits matelas froides qui vous refroidissent en fait quand vous allez dans votre lit. Et c'est pour ça qu'on va souvent mettre un pied en dehors de votre lit, en dehors du lit ou une jambe. C'est cette espèce de truc qu'on fait pour en fait naturellement
descendre notre core temperature, donc notre température interne, pour bien s'endormir. Et ce qui marche bien là en Belgique à cette époque-là, surtout quand l'électricité coûte cher, c'est de ne pas chauffer sa chambre ou de moins la chauffer. Moi, je n'ai jamais chauffé ma chambre. Mais d'abord, bien se réchauffer. Donc, prendre un bain chaud ou un sauna ou un truc comme ça. Mais donc, pas de douche. Non. Oui, donc pain pleasure balance. Donc voilà, on a notre baseline de dopamine qui est là. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on va faire un petit pic de dopamine en prenant son téléphone, en buvant un verre de vin, en achetant quelque chose, enfin, tout comportement addictif qui nous donne du plaisir très momentané, va engendrer une chute dans la douleur qui vient après. Et en fait, la chute est toujours plus grande que le pic. Donc, petit à petit, quand on fait beaucoup de choses qui vont donner de la dopamine, la baseline, elle va descendre. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est important de faire des choses qui font monter cette baseline, comme par exemple les bains froids, notamment. Aussi au niveau de l'alimentation, par exemple les exercices de respiration aussi type Wim Hof ou respiration psychédélique. Enfin, il y a beaucoup de différents types de respiration qu'on peut faire, mais aussi de faire des moments chiants. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, l'ennui. Oui, l'ennui et aussi l'imprévisibilité. Donc, par exemple, typiquement, on va aller à la gym. On va juste aller à la gym. Après, ça va nous donner un peu de dopamine. Après, on doit mettre de la musique qui va nous booster pendant qu'on va à la gym parce qu'on n'a plus le même dopamine quand on fait tout le temps la même chose. Après, il va falloir prendre un energy drink avant qu'on va à la gym pour avoir le même pic. Et donc, en fait, comme ça, parce que le pic de douleur après est toujours plus grand. Et donc, en fait, le truc, c'est de temps en temps de retourner en arrière donc, et de le faire d'une façon complètement aléatoire. Donc, de temps en temps, aller à la gym sans musique, sans energy drink, de faire un truc très chiant pour justement ne pas avoir le pic de douleur, en fait, qui vient après pour pouvoir monter la moyenne. Parce que si vous allez avec ça et vous allez à chaque fois ajouter une petite couche de dopamine, parce que la prochaine fois, vous devez aller à la gym, vous devez voir une série. Et la fois d'après, quand vous y allez, après avoir vu la série, il faudra manger un truc, un chocolat. Donc, à chaque fois, vous allez ajouter des petites choses. C'est comme les gens qui vont courir un marathon. Ils vont commencer avec les 20 km de Bruxelles. Après, ils vont faire un marathon à Bruxelles complet. Après, il faut aller à New York. Après, il faut que ce soit le marathon des sables. Après, il faut que ce soit le marathon des glaces. Après, il faut que ce soit le triathlon de je ne sais pas où. Et en fait, parce que justement, ils peuvent jamais atteindre le même pic de plaisir que la fois passée. Donc, c'est important, après avoir fait le marathon de New York, de refaire les 20 km de Bruxelles quelquefois pour ne pas avoir à toujours monter. Et en fait, il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle Dopamine Nation et aussi un autre qui s'appelle Dopamine the Molecule of More sur justement cette génération aujourd'hui de jeunes qui sont toute la journée sur leur téléphone et qui ont un baseline de dopamine extrêmement bas. Et mon fils, qui a 14 ans, il me le disait déjà très clairement. Il disait, maman, mais j'ai des cravings. Et donc, je lui ai expliqué, oui, mais ça, c'est vraiment ça, parce qu'il fait moins de gaming. Donc, du coup, maintenant, je vois qu'il mange plus de sucre. Après, quand il essaie de manger plus de sucre, il va beaucoup plus faire de shopping. Et donc, voilà, je lui ai appris, dans des moments comme ça, à prendre des douches glaciales, à respirer. Et voilà, mettre la conscience dessus. Qu'est-ce que c'est? C'est craving, c'est ce besoin de pic de dopamine, en fait. Ouais. Et juste du coup pour rebondir sur quand on reste dans le froid aussi, il y a toute cette stimulation du nerf vague qui peut être fait justement du coup à travers le fait de mettre du froid sur sa poitrine dans la journée si jamais on sent qu'on est activé. Oui, tout à fait. C'est aussi quelque chose qui peut aider en lien avec ça. Magnifique. Est-ce que tu voulais partager quelque chose d'autre sur les neurotransmetteurs? Dopamine, sérotonine, c'est les deux les plus importants, je dirais. Bon, après, il y a les endorphines. Non, je pense que c'est ça. Ouais, ok. Et du coup, si on revient là, ce que j'avais envie de te demander, donc tu en as déjà partagé quelques-unes, si tu dois partager un peu tes pratiques et les suppléments aussi qui peuvent être pris, donc là, on a parlé de douche froide, on a parlé de dormir, j'ai envie de dire, d'éventuellement prendre un bain chaud pour dormir un petit peu plus avec le corps frais. Ouais.
Je pense que c'est important de mettre le soir, je pense qu'il est important de mettre des lunettes blue light blocking glasses, donc des lunettes anti-lumière bleue. On peut en trouver partout, mais vraiment des bons orange, hein, ceux qui bloquent vraiment à 80% la lumière. Après, aussi, pour avoir un bon taux de dopamine et de cortisol le matin, alors on dit aussi, c'est pas toujours facile en Belgique, hein, mais c'est de s'exposer tout de suite après le réveil, de regarder le ciel en fait. Ouais. Donc vraiment, même s'il fait gris, d'avoir la lumière du jour, ça va vraiment nous donner tous les neurotransmetteurs pendant la journée nécessaires et de refaire la même chose vers 4 heures, vers 4-5 heures en fait. Donc, de s'exposer à la lumière du jour, hyper important pour même bien s'endormir le soir. C'est tellement compliqué hein, en Belgique de faire ça, d'aller dehors quand il fait gris et tout ça. Quand il fait beau, comme aujourd'hui, 5 à 10 minutes, regarder le ciel, ça suffit. Quand il fait gris, c'est presque 20 minutes quand même. Ouais. Marcher pieds nus dehors aussi, hein, c'est très, 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 très bien. Faire du grounding, c'est vraiment une pratique si vous avez un jardin. Je connais une maman qui a guéri son fils de l'autisme juste en le mettant dans la nature, en le faisant marcher pieds nus, torse nu en Suède. Hein. Donc, il faisait froid, ils ont déménagé en forêt et le gamin a été guéri en 6 mois. Hein. Oh my Vraiment, God. juste en faisant ça. Ouais. Donc, ces techniques de marcher pieds nus dehors en regardant le ciel, oui, c'est vraiment super, super efficace. Oui. Non, du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on est en train de se rendre compte qu'il y a énormément de maladies, entre guillemets, mentales qui sont liées à des déséquilibres du système nerveux, entre autres. Et en fait, on trouve des solutions auxquelles la médecine, entre guillemets, traditionnelle ne va pas forcément là-dedans parce qu'en fait, c'est des solutions qui sont finalement plus simples que ce qu'on va chercher. Mais qui sont liées en fait à des choses qu'on commence à découvrir, entre autres du coup ce lien, enfin toute la théorie polyvagale et le nerf vague, et du coup les traumas, et du coup toute cette pratique qui est très le earthing, la nature, le froid, le chaud, enfin jouer avec tout ça qui permet de faire des résultats, d'avoir des résultats de ouf quoi. Après, moi, je dirais, le matin, il est quand même important de prendre un petit déjeuner protéiné. Donc, protéines et gras. Hein, donc, vous pouvez regarder le fameux Bulletproof Coffee, par exemple, les recettes, voilà, on les trouve sur mon site ou on les trouve un tout petit peu partout. C'est vraiment l'idée de mettre, ou bien, moi, pendant toute une période, j'ai mangé vraiment des steaks le matin, hein, des entrecôtes, de la viande, des merguez, des avocats. Donc, vraiment tout ce qui est graisse et protéines, parce que ça va vraiment éviter tout ce qui est glucides le matin, en fait. Parce que ça va éviter que vous vous mettez déjà en hyperglycémie et de garder ça jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Donc, vraiment, pas de glucides avant 4 heures pour garder cette glycémie stable et ne justement pas avoir ces pics, des hauts et des bas au niveau de notre glycémie. Donc, on peut déjà se protéger à ce niveau-là. Ça, c'est très bien. Après, au niveau des suppléments, alors, je dirais, il y a des choses intéressantes aujourd'hui. Pardon? Non, je finis ce que tu dis, on reviendra après sur la question de Marie-Ève, mais il y a plein de choses. Alors, je dirais maintenant un probiotique que je trouve que tout le monde devrait prendre. Je ne sais pas, est-ce que je donne des noms, des marques et tout ça? Oui, on en a. Si tu veux, oui, clairement, parce que du coup, là, moi, ce que j'avais noté dans les trucs que je voulais te dire, c'est typiquement vitamine D, magnésium, donc probiotique oui, aussi. Oui, bien sûr, tout ça. Mais après, il y a maintenant un probiotique qui est sorti que je trouve absolument indispensable pour l'intestin perméable. Moi, ça m'a vraiment énormément aidé, c'est l'Akkermansia. L'Akkermansia, c'est en fait un probiotique qui a été développé par une équipe à l'UCL. Ils ont cherché pendant 10 ans et c'est en fait à la base pour les gens avec des problèmes d'obésité parce qu'ils avaient vu que les souris obèses manquaient d'Akkermansia et si on les injectait l'Akkermansia, ils perdaient du poids en fait, donc ils étaient plus obèses. Et donc, c'est très bien justement pour la régulation de la glycémie, pour la régulation de l'obésité, tout ça. Mais c'est aussi super pour l'intestin perméable. Parce que moi qui avais un problème d'histamine et de mastocyte, de Covid long et tout ça, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé. Akkermansia. Il n'y en a qu'un, hein. De toute façon, il n'y a qu'une marque. Donc, c'est cher, hein. C'est cher, mais ça va vraiment, vraiment très bien travailler parce que ça travaille différemment. C'est-à-dire que l'Akkermansia, il va manger la muqueuse intestinale et du coup, en la mangeant, l'intestin va en produire plus. Et donc, c'est cette muqueuse le mucus en fait, qui va vraiment
faire la barrière entre l'intestin et l'extérieur. Et Ok. il va aussi servir à diversifier le reste de la flore intestinale. Donc, c'est Ok, trop bien. vraiment, pour moi, c'est le probiotique à prendre. Et pas comme les autres probiotiques, je n'ai pas encore entendu des gens qui vont s'aggraver, parce qu'il y a parfois des probiotiques qui peuvent aggraver certaines pathologies. Avec celui-là, je n'ai pas encore eu ce retour-là. Ok. Donc ça, c'est très intéressant. Et après, un autre produit qui est très intéressant pour l'intestin perméable, c'est le colostrum. Ok. Colostrum, il y en a un que j'ai découvert aux États-Unis. Je donne la marque ou pas? Moi, Ouais. j'ai pas de. La meilleure, c'est Triarmra. Donc Triarmra. Je vais taper les. Ouais, Triarmra. Donc Triarmra. Après, je veux dire, là, c'est vraiment chacun. Alors, on partagera après comment est-ce que vous pouvez éventuellement aller en séance ou pas avec Lisbeth. Mais c'est des choses à regarder. Et puis après, c'est vraiment chacun fait en fonction de là où il en est. Mais voilà, ça donne des pistes parce que je pense que c'est aussi Ouais. important de pouvoir sortir un peu des sentiers battus et de tester en fonction de là où on en est d'autres choses en fait. Et vu que chacun a testé des choses différentes, de pouvoir partager des options en fait. Enfin, en tout cas, c'était vraiment aussi l'intention de ce call. Ok. Après, je dirais, c'est quand même impératif de bien dormir. Et donc, pour le sommeil, bon, moi, ce qui m'a vraiment permis parce que j'ai eu pendant 10 ans, je pense, des réveils très tôt le matin, vers 5 heures, comme ça. Et ce qui m'a permis, c'était un bed spray de magnésium, un spray, en fait, que je mets vraiment sur les jambes, sur le ventre, un peu partout. Et de la marque, ça s'appelle Calm, chez activationeurope.com. Et celui-là, il est phénoménal. Hein. Aussi, si on a des douleurs articulaires et tout ça, on le met dessus et vraiment, ça marche très bien. Et on peut aller 20, 40 sprays comme ça le soir et ça va vraiment approfondir le sommeil d'une façon très importante. J'aime bien ajouter l'inositol, qui est la vitamine B8, qui va aussi donner un sommeil profond, plus profond et plus long en fait. Et pour les gens qui ont un peu d'anxiété, qui sont un peu nerveux, moi j'aime bien donner du safran et du rhodiola. Le rhodiola surtout, rhodiosen par exemple, si vous en prenez 4 par jour, la différence est importante. Ok. C'est vraiment une plante que j'aime beaucoup, beaucoup pour tout ce qui est anxiété. T'as dit rhodiola et quoi? Je mélange. Rhodiola et safran. Safran, c'est Ah plus oui, un ça prend. antidépresseur naturel, un peu Ouais. voilà, quand on est un peu déprimé. Safran, ça aide aussi quand toute la partie HP, au potentiel avec le cerveau comme ça et tout. Et ces deux-là ensemble pour calmer justement cette activité cérébrale, c'est très, très bien. Ouais. Bien. Ok. Et tout ce qui est du coup MG, magnésium, t'as dit, vitamine D, bon, Oui, alors vitamine D, maintenant, il vaut mieux se faire tester quand même pour voir où on en est. non, Maintenant, mais tout le monde est c'est quelque chose carencé. qui est Hein. important, quoi. Moi, j'aime bien donner de chez Healthy le spray de Quicksilver qui s'appelle D3K2 parce qu'il faut toujours de la K2 aussi avec de la vitamine D. Un spray, c'est 3000 unités déjà, donc ça, c'est une bonne base à prendre tout le temps. Mais voilà, pendant des périodes, je montais à 10 000 unités par jour. Et ça peut être bien. Enfin, ça, c'est un petit truc que j'ai quand je tombe malade, justement, quand je sens, voilà, oulala, le Covid, il est là, parce que voilà, maintenant, souvent, enfin, on ne teste pas positif, mais il est là quand même de tout le temps, en fait. Hein. C'est de prendre ce qu'on appelle le marteau de vitamine D. Alors ça, il faudra peut-être pas trop que je le dise à haute voix, mais bon, c'est des trucs, ça vient de Dr Mercola aux États-Unis. C'est vraiment des grosses, grosses doses de vitamine D pendant 3 jours. Donc, c'est de prendre, attends, que je ne dise pas de bêtises, parce que moi, je prends 120 000 unités pour 60 kilos. Donc, 120 000 divisé par 60, c'est combien? C'est combien? C'est 2000, non? Après, j'avoue que enfin, en fait, je pense que ce qui peut être intéressant aussi, c'est si jamais les gens ont des questions, de venir éventuellement en consultation avec toi et de se Oui. renseigner Bon, aussi un petit peu, quoi. bon, Mais du moi, coup, on est vraiment, ça vous donne des pistes aussi de ce qui existe, en fait. ouais. J'avoue Parce que là, que pour l'instant, Camille, c'est fou. je prends plus. Tu m'entends? Ouais, ouais. Là, je prends plus de nouveaux patients pour l'instant, hein, Ok, mais il y a mes collègues et tout ça, donc ça, il y a pas de problème. je me mets. Donc, vitamine D, oui, c'est clair. Après, bon, les oméga 3, hein, ça, c'est aussi toujours important à prendre, mais pour tout le monde, je dirais. Attends, qu'est-ce que je dirais encore? Oui, tout le reste, il faut quand même se faire doser, hein, le zinc, le sélénium, la vitamine A, les vitamines B.
j'aime pas trop juste donner comme ça. Alors, quelque chose qui peut être intéressant, par contre, surtout quand on est en Covid long ou post-Covid, c'est des électrolytes. Ça, par contre, par exemple, le sérum de Quinton, ça peut Ouais. être très intéressant, moi, je trouve. Ou même les multiminéraux type équilibre acido-basique. Il y en a un de chez Energetica Natura. Attends, il s'appelle comment? Équilibre acido-basique, ouais. Ok. Voilà, ça, c'est deux choses qu'on peut prendre quand on est vraiment fatigué, quand on sent qu'on a, par exemple, post-Covid, on peut avoir un peu des palpitations parfois ou des troubles du rythme cardiaque. Ça, c'est souvent parce que le potassium, il est complètement mangé par ce virus, hein, chaque infection virale, en fait. Et quand on a cette espèce de lourdeur, cette fatigue, l'impression qu'on n'arrive pas à avancer, et ben, le sérum de Quinton ensemble avec un multiminéral, ça peut vraiment booster. Ok. Super. Bon, voilà. Du coup, ça fait déjà pas mal de choses. Peut-être pour rebondir sur la question de Marie-Ève par rapport au tonus du nerf vague. Marie-Ève, déjà tout ce qu'on a fait sur la respiration, toute la partie trauma, ça aide déjà à fond les ballons. Si tu veux partager, moi j'ai ça que j'avais acheté qui est un stimulateur du nerf vague qu'on place dans l'oreille parce que du coup, le nerf vague passe entre autres ici et ça permet de le stimuler. Je ne sais pas si tu veux ajouter, les douches froides vont aussi Oui. permettre de retonifier le nerf vague. Le Neurosim, c'est très bien. Après, c'est très cher. Il y en a d'autres. Il y en a un qui s'appelle Apollo Neuro. Ça, c'est une petite montre, en fait, qui donne des petites stimulations électriques, hein. Donc, c'est vraiment de la thérapie électrique, en fait, hein. Donc, c'est des petites stimulations électriques. On va le porter 3-4 heures par jour. Il ne va pas stimuler direct le nerf vague. On le porte autour du poignet, autour du pied. Mais ça donne des très bons résultats. Donc, tout ça va stimuler le système nerveux autonome. Apollo Neuro, il a des très, très bons retours aux États-Unis. Moi, je ne l'ai pas essayé, mais il est beaucoup plus abordable. Il est genre 300 ou 350 $. Le Neurosim, il est quand même très, très cher. Ouais, Mais bon, 700. voilà. Sinon, oui, les mantras, hein. Moi, à l'époque où j'avais mon Covid, j'ai Chanter. chanté les mantras pendant des heures et je ne savais pas pourquoi. Mais après, j'ai compris que ça faisait vibrer les cordes vocales et que ça stimulait les nerfs vagues aussi. Ouais. Euh, Après, voilà, il y a plein d'exercices au niveau de la respiration. Ça, il suffit de regarder stimulation du nerf vague, exercice au niveau de la respiration. Euh, oui, il y en a plein, mais il faut regarder un tout petit peu sur Internet. Enfin, j'ai un peu du mal à les faire ici en live. Les plus importants, c'est les douches froides, c'est la respiration, c'est le chant. Tu peux avoir des mouvements, tout ce qui est mouvement des yeux aussi, Il y a des mouvements. gauche-droite. Voilà, c'est Tout ça. ce qui va être aussi, le contact aussi va nous permettre d'être dans le ventral vagal, donc aussi Oui, c'est vrai que si on est avec des gens la qui sont calmes, corrégulation. c'est la corrégulation qui va se faire. Ça, c'est vrai Ouais. aussi. Le nerf Après, vague, ouais. Le bouton ouais. maxime. Ouais. Après, c'est Il y a des aussi tas important. d'exercices. Hein. Après, c'est aussi important d'enlever ce qui le rend fragile. Donc, au niveau de la détoxification, j'aime bien donner des binders, un type par exemple de chez Amrita qui s'appelle Para 1, qui est la graine d'une plante qui s'appelle Mimosa pudica, qui est comme une grosse colle en fait, qui va tout prendre, toutes les toxines, Donc il y en a deux qui sont intéressants, Biotoxin Binder et Para 1. Et ces deux ensemble, ils vont vraiment capter beaucoup, beaucoup des toxines environnementaux qu'on peut en fait porter en nous. Et je OK. pense que ça fait partie aussi un peu oui, de l'hygiène de vie presque, de prendre un binder, de prendre un lieur en fait. Faut juste faire attention de le prendre loin de tout le reste qu'on prend pour ne pas le prendre en même temps. Et tu as dit para 1, c'est ça? Para 1, oui, para 1. C'est du Mimosa pudica. OK. Ça, je ne connais pas. Mais du coup déjà vraiment la cohérence cardiaque, déjà 3 fois par jour pendant 5 minutes, Ouais. aller en forêt, faire un câlin à un arbre, faire du earthing, prendre une douche froide le matin, faire du humming. Rien que moi je le vois, je le fais avec les bébés quand quand je garde des enfants. Rien que le fait de faire du comme ça les calme de ouf et ça nous calme en même temps. Les mantras et tout ça, c'est vraiment
C'est vraiment magique, en fait. Et juste pour rebondir sur ça, c'est que c'est vraiment quand on a un nerf vague qui, à la base, entre guillemets, est pas tonique, enfin, ou en tout cas avec un tonus qui va être plus faible que la moyenne, ça va être les petites actions quotidiennes, en fait. Ça va être vraiment, c'est cette idée de faire plusieurs fois, en fait, tout ça et de de se ramener, en fait, au fur et à mesure de la journée dans un état régulé, de ne pas se laisser partir trop loin et de ramener du tonus régulièrement, régulièrement, régulièrement. Donc, c'est plus efficace. Enfin, dis-moi si tu es d'accord, mais pour moi, vraiment, dans ce que dans ce que je peux expérimenter, dans ce que je vois, et puis même dans le TRE, tous ces trucs-là, c'est vraiment la régularité, en fait, de la pratique. Et c'est mieux de faire 5 minutes de cohérence cardiaque 3 fois par jour plutôt que de faire une fois 15 minutes tous les 3 jours. C'est mieux de faire des petits régulièrement parce que ça va nous permettre, en fait, on en revient, c'est la même chose de dopamine. Ça va nous permettre d'avoir des pics qui vont partir moins haut. Ouais, exactement. Et c'est pareil, en fait, à partir du moment où tout ça, à partir du moment où on arrive à réguler notre système nerveux, à retonifier notre nerf vague, on vit depuis un espace qui est différent. On arrête de vivre ce que tu disais, ce fight-flight, cette survie. Et on se donne la possibilité de découvrir une vie en dehors de cette survie. On apprend à vivre versus à survivre, quoi. C'est différent. Donc, magnifique. Je sais, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais qui te viennent en tête par rapport à tout ce qu'on a dit? Non, je pense que tu as déjà parlé dans tes autres lives par rapport au traitement des traumas et tout ça, parce qu'évidemment, hein, chaque maladie, je le vois de plus en plus, même avec les Covid longs, je vois très bien que quelque part, même si la maladie, au bout d'un moment, commence à vivre sa propre vie, hein, donc c'est pas pour dire que tout est dans la tête, parce que souvent, il y a des gens qui disent « Oui, mais mon psy me dit c'est psychologique. » Non, oui, à la base, la cause de la cause de la cause, elle est presque toujours dans les traumas, dans le stress et tout ça. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des déséquilibres qui s'est créé après, qui, même si la source de stress n'est plus là, on commence à vivre leur propre vie. Mais c'est quand même souvent, enfin, si on n'adresse pas cette partie en nous, à un moment donné, elle va quand même trouver sa voie de sortie. Donc, je pense que cette partie-là est extrêmement, extrêmement, mais extrêmement important. Donc, on peut prendre tous les suppléments du monde, faire le meilleur biohacking du monde. Maintenant, attention, je connais quand même un bon ami à moi. Je ne sais pas si tu vois qui c'est, Joshua Mason, celui de Detox Dudes. Son histoire est assez incroyable parce que lui, il était, ça fait 8 ans maintenant, plus ou moins. C'était le champion mondial de Jiu-Jitsu et en fait, d'un jour à l'autre, il est tombé en grave dépression, mais vraiment suicidaire, épuisé, il ne savait plus rien faire. Il a parcouru le monde, il a tout fait, il a pris genre l'ayahuasca 40 fois, il a fait tout, earthing, tous les exercices, tous les traitements imaginables et possibles. Et vraiment, ses amis devaient le retenir parce qu'il allait sauter par la fenêtre. Il était suicidaire 24 heures sur 24. Et en fait, finalement, il avait décidé de partir en Afrique pour aller prendre l'iboga, qui est aussi une plante hallucinogène, pour essayer de guérir. Et pendant la nuit, il a eu un message, certainement parce qu'il a fait autant de psychédéliques, il a eu le message clair que ça venait d'un plombage. Il avait un plombage dans sa bouche. Un. Il était en train de leak, qui était en train enfin, c'était pas ferme ou quoi. Et donc, il perdait du mercure. Et donc, il était intoxiqué au mercure, en fait. Et donc, le moment où il a commencé, il avait donc... après, il a fait un hair test, mais c'est ça qui est très compliqué. En Belgique, on n'a pas des très bons tests pour les métaux lourds. Donc, ça, c'est encore tout un autre sujet. Mais quand il a commencé à faire son chemin de détox, il a guéri de tout, mais de tout, de tout, de tout, de tout, de tout. Et là, aujourd'hui, c'est un grand coach en détox. Et pour lui, tout démarre avec la détox, en fait. Et lui, il a fait dans son chemin, parce que voilà, il avait, suite à son intoxication aux métaux lourds, il avait plein de parasites, hein, parce qu'il y a d'abord les métaux, après il y a les parasites, après il y a les infections viraux, d'accord? Et donc, en fait, et moi, je sais aussi que quelque part, voilà, ma mère était dentiste, elle travaillait avec le mercure non-stop pendant qu'elle était enceinte de moi. Moi, j'avais 12 plombages dans ma bouche. Donc, je sais que chez moi, mon système immunitaire, et moi, j'ai donné ça à mon fils aussi. Et donc, en fait, même quand on fait enlever ces plombages, tous ces métaux lourds sont quand même stockés en nous.
Donc, c'est quand même un truc que la génération, plus ma génération, donc les gens 45, 50 ans, doivent tenir compte. Est-ce qu'il y a encore du plombage dans la bouche? Si oui, il faut les faire enlever d'une façon extrêmement sécurisante, enfin sécurisée, hein, chez des dentistes qui savent le faire. Et après, il faut vraiment faire des processus, des protocoles de détox pour enlever ces métaux lourds parce que c'est vraiment pas simple et c'est quand même la cause de la cause. Enfin, lui, maintenant, il est hyper successful, il a la vie de rêve et vraiment, il avait tout fait. Et sans ça, il n'aurait pas pu réussir, en fait. Donc, Ok. voilà, comme quoi, parfois, la toxicité joue un énorme rôle. Ouais. Je pense que c'est vraiment, voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir augmenter votre niveau de conscience, en fait, par rapport à tout ça, de voir un petit peu où vous en êtes, ce qui résonne aussi, parce que du coup, pareil, enfin, que ce soit toi ou moi, on est très fort dans cette idée de voir ce qui parle. Est-ce que il y a quelque chose où vous vous êtes dit, ah, tiens, c'est ça, j'ai envie d'essayer, ou tiens, et de suivre, en fait, aussi votre intuition, la guidance de ce qui a été partagé pour voir si ça vous dirige, en fait, dans une direction plus que dans une autre. Et vraiment de prendre conscience que il y a en effet cette toxicité qui est là de manière assez poussée et de voir comment est-ce que vous pouvez la limiter en fait au quotidien, plus, entre guillemets, prendre soin de ce nerf vague dont on parlait avec l'alimentation, avec les douches froides, avec le washing, avec tout ça, pour donner une chance en fait de vivre depuis cet espace de puissance en fait davantage à l'intérieur de nous et de cet espace de vie versus cet espace de survie. Et après ça, c'est plus du coup la partie, j'ai envie de dire, les différentes choses qu'on peut mettre. Et après, ce que tu disais, il y a évidemment tout le travail sur les traumas, mais qui du coup se fait dans un autre contexte, Ouais. dans un autre contexte aussi, quoi. Je vais mettre ton site du coup. Comme ça, si jamais santéoptimale.be, il y a un certain nombre, si tu veux partager, il y a des masterclass déjà qui sont disponibles aussi dessus. Ouais. Si tu veux Ouais. dire un petit peu. Oui, il y a 6 masterclass qui sont là, qui vont beaucoup plus en profondeur hein, sur tout ce que j'ai dit là maintenant, avec aussi une boutique où il y a des suppléments intéressants. Donc là, vous pouvez trouver beaucoup de choses. Après, il y a mon site aussi, hein, docteurdenef.com, Ouais, que je vais tu le peux mettre. mettre. Les gens peuvent aussi trouver des recettes et plein de choses. Même si, voilà, moi, je prends plus de nouveaux patients, vous pouvez toujours écrire si vous êtes intéressé. Il y a ma collègue qui travaille exactement comme moi, qui prend, elle, encore des nouveaux cas. Mais effectivement, les conférences se trouvent plutôt sur santéoptimale.be. Alors, c'est docteurdenef.be. Docteurdenef.com. Attends, j'ai un doute maintenant, tu vois. Non, mais du coup, ça doit être là. Il y en a là. J'avais sur mon site, DR, donc Ouais, ouais, drdnf.com. je vais le mettre. Hop là, si jamais vous avez envie. Hop là. Est-ce que vous avez, peut-être juste avant de conclure, est-ce qu'il y a une question Salut Caro, est-ce que vous avez une question dont on n'aurait pas parlé avant de clôturer? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que ça vous donne envie de mettre des choses en place? Parce que c'est l'idée, hein, on est dans la semaine de passage à l'action. Hein. Vous m'avez entendu cette semaine. Hein. Donc, et ça peut commencer vraiment par des petites choses. Hein. Donc, voilà, super intéressant. Un grand merci pour ce partage, avec plaisir. Faire une prise de sang. Ça peut être un super point de départ. Ouais. De voir ça. Et puis, magnifique. Bah, merci en tout cas, Elisabeth, pour ce temps que tu as été partagé. C'était chouette. Avec plaisir. Ouais. Et de quoi? C'était chouette de te revoir. Mais c'est clair. Ça te confirme tout ce que tu as mis en place en lien avec la TPV. Redis-moi ce que c'est en fait, parce que tu l'as mis hier, mais merci beaucoup, avec plaisir. Donc voilà, donc ça, c'est. Nous clôturons aussi. Ah oui, ok. C'est parce qu'en fait, en anglais, je suis pas là, je suis plus habituelle en anglais. Théorie polyvagale, magnifique. Avec plaisir. Donc oui, du coup, ça clôture cette semaine de tasting menu. C'était le nom que j'avais donné à ces conférences qui avaient aussi pour but de vous faire découvrir ce que je propose dans les accompagnements. Donc voilà, je renverrai le replay pour les personnes qui ne pouvaient pas être dispo si jamais vous avez envie de le revoir aussi.
Et puis, on se retrouve pour la semaine prochaine avec une autre masterclass qui sera vraiment sur le passage à l'action. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en pratique tout ce dont on a parlé cette semaine. Et puis pareil, si jamais vous avez envie de continuer l'aventure avec moi, il y a la possibilité de rentrer dans l'école qui commence le 22 février où on aborde vraiment ces différentes dimensions aussi de l'être humain. Et aussi éventuellement d'être accompagné en individuel. Hein. C'est tout à fait une possibilité, même si j'en parle moins. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser profiter de la fin de votre pause déjeuner si vous en avez, ou je vous souhaite une bonne après-midi. Merci beaucoup, Lisbeth. Merci à toi, Camille. À bientôt. À bientôt. Ciao. Bon après-midi.